D'abord, on ne doit punir que ce qui nuit. C'était déjà, je crois, dans une déclaration des droits, dans la première déclaration des droits de l'homme de 89. La loi ne doit punir que ce qui nuit à la société. Ajouter à la société, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, je dirais plutôt à autrui. Parce que la société est une personne, mais le résidu indiscutable de cette phrase, c'est que la loi ne doit punir que ce qui nuit à autrui. Donc, ce qui est simplement désapprouvé, désagréable, déplaisant, ne nuit pas pour autant. Le fait de faire devant moi quelque chose qui est différent de ce que je ferais, ce n'est pas me nuire. Même si ça m'est déplaisant, ça me paraît une faute de goût, etc., mais ce n'est pas... on ne me nuit pas, on ne m'a pas causé de dommages. Alors, certains répondent à ça, oui, mais vous causez un dommage si vous vous attaquez à une idée qui m'est chère. À quoi je réponds, il faut distinguer nuire aux personnes et nuire aux idées. Depuis toujours, la liberté d'expression, même là où elle est proclamée, a une limite, c'est qu'elle ne peut pas être instrumentalisée pour nuire aux personnes. Exemple, la calomnie. Depuis toujours, on ne peut pas calomnier quelqu'un publiquement, ni même diffamer ou insulter. Mais là, vous vous servez de l'expression, qui est en principe libre, et vous abusez de la liberté d'expression pour nuire à une personne. Vous causez un dommage à quelqu'un. Même en l'insultant publiquement, en tout cas, vous faites tort à sa réputation, donc vous nuisez à sa personne. Mais attaquer une idée indépendamment de la personne qui se trouve être en train d'adhérer à cette idée, c'est différent. Donc si je crois quelque chose et qu'on ridiculise cette croyance, plutôt qu'on la réfute, et je peux dire que si on la réfute, on la ridiculise, devant moi, ça peut m'être désagréable, mais on ne me nuit pas à moi. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est que je peux très bien d'abord refuser d'admettre la critique et dire je refuse cette critique n'est pas fondée. La liberté d'expression de celui qui émet une critique est égale à ma liberté d'expression de critiquer la critique et de refuser d'y adhérer. Je ne me laisse pas convaincre. Je peux même le critiquer à mon tour. On renvoie le ridicule en quelque sorte. Oui, donc je peux me défendre, je peux me soustraire, je peux ne pas écouter. Par conséquent, je pense que pour maintenir et protéger la liberté d'expression, il faut distinguer les domaines où il peut être question de nuire. Il faut bien distinguer nuire aux personnes et nuire aux idées. Et nuire à une idée, ce n'est pas nuire aux personnes qui ont ces idées, puisqu'elles conservent leur liberté de ne pas partager et donc de ne pas ressentir cette nocivité. Donc, ou bien j'oubliais, il y a aussi des cas où la personne dont je conteste l'opinion par une démonstration, par une réfutation, est ébranlée dans son opinion. Et alors, est-ce qu'elle ne peut pas dire qu'elle a un dommage, puisqu'elle perd son opinion, et elle est convaincue par moi, ou elle se met à douter. Et donc, elle perd les certitudes peut-être confortables et rassurantes qu'elle avait. À quoi je réponds, oui, mais vous n'étiez pas obligé de vous laisser convaincre par moi. Vous pouviez résister à ma critique. Maintenant, si vous y adhérez, ce n'est plus moi qui vous fais du tort, c'est vous. À supposer que tort, il y est. Ce n'est plus moi seul qui lui... Vous collaborez avec moi. Donc je crois vraiment qu'on peut faire une distinction
trancher entre nuire aux idées et nuire aux personnes. Et que c'est important. Et qu'on a raison de punir pénalement ceux qui se servent de l'expression pour nuire aux personnes, par exemple les délits d'incitation à la haine. Mais ça, c'est contre les personnes. Mais que cette distinction, justement, personne-idée, est une des conditions de la liberté d'expression. C'est ça, je pense. Et que, pour résumer encore, il faut accepter l'idée que la question de l'existence de Dieu est une question. Oui, et là c'est assez simple à démontrer, c'est puisqu'il est indéniable qu'il y a des gens intelligents et de bonne foi dans les deux camps. Dans les deux camps. Maintenant, c'est important que nous disions cela entre nous, mais il serait surtout important que cela soit dit à la jeunesse par l'éducation, d'où l'importance d'un enseignement qui comporterait une formation à la discussion et qui serait une introduction à la philosophie morale. Et sur ce plan-là aussi, j'estime que on est en train de faire des choses assez confuses. Et ça, c'est la troisième partie de votre livre, c'est le troisième essai d'un livre qui en contient 4 qui sont tout à fait indépendants. Oui, mais ils sont très communs. On peut résumer cette troisième partie en disant que vous êtes davantage pour un enseignement laïque de la morale plutôt qu'un enseignement de la morale laïque. Voilà. Et je veux même bien dire, supprimer le mot laïque, un enseignement, disons, non confessionnel. De la morale. De la morale. Quand je critique l'expression la morale non confessionnelle, ce n'est pas à cause du mot non confessionnel, que j'approuve, je crois que le législateur a bien fait d'innover là, mais c'est c'est le singulier, comme s'il n'y avait, dès lors qu'on ne se réfère pas à une confession, une seule morale. Je pense qu'on peut discuter du fondement de la morale et concevoir plusieurs morales. Y compris confessionnel, hein, bien entendu. Bien entendu, oui. Ce n'est pas parce qu'on est laïque ou non confessionnel qu'on doit se désintéresser du discours moral des religieux, qui est extrêmement intéressant et riche. Et c'est vraiment, comme écrivait un jour M. Asquin, fabriquer des analphabètes culturels que d'imaginer des cours de morale où on ne parle même pas des morales religieuses. On peut en parler en prenant une distance, mais en parler, car elles sont certainement intéressantes. Et il faut distinguer là 2 aspects, la morale en général et la morale civique. C'est-à-dire, la seconde étant la morale qui traite d'une partie de notre comportement, qui est très importante, c'est notre comportement en tant que citoyen. Et là, je regrette un peu qu'on appelle ça la citoyenneté, dans la terminologie officielle actuelle. Parce que la citoyenneté, je crois qu'en néerlandais, c'est Burgerschap, je crois, Bürgerschaft en allemand, c'est un État. Ça ne s'enseigne pas. Vous êtes citoyen, que vous le veuillez ou non. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec l'enseignement. Tandis que le civisme est un état d'esprit. Et je ne vois pas pourquoi on n'a pas employé le mot civisme. D'autant que j'ai souvenir personnellement d'avoir reçu des cours d'éducation civique. Oui. Maintenant, je suis adversaire de la conception de ce cours qui consiste à décrire les institutions compliquées de la Belgique parce qu'on n'en sort pas. Ça, c'est plutôt une annexe au cours d'histoire. Oui, mais fond. enfin, je veux dire qu'on n'avait pas vous peur avez du mot raison. civique. Oui. Dans ce domaine-là, en Belgique, ça c'est un défaut belge, on emploie des mots pas très clairs dans le souci de ne fâcher personne. Ça vient d'une qualité de la Belgique qui est d'essayer de s'arranger à tout prix, mais c'est une qualité qui conduit à certains défauts qui sont d'employer des mots assez confus
et qui sont source de confusion. Alors on ne sait plus très bien de quoi on parle. Et je trouve curieux qu'un État qui se préoccupe d'enseigner le civisme, si j'ai bien compris, c'est bien de ça qu'il s'agit, notamment, ne l'enseigne pas de la même façon à tout le monde. S'il y a bien, je veux bien que les gens aient une morale différente en ce qui concerne les devoirs envers soi-même, que sais-je encore, mais en ce qui concerne les devoirs que nous avons en tant que citoyens, c'est-à-dire envers les devoirs liés à la nécessité d'une coexistence, mais forcément, ça devrait s'enseigner de la même manière à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut enseigner à tout le monde des idées ou libérales, ou socialistes, ou écolos. Non, et il y a justement une liberté de choisir, mais toutes ces tendances-là ont quelque chose en commun, qui est de vouloir coexister pacifiquement et dans une société organisée, dans un État, parce que sans État, c'est l'enfer. Et on en a mis l'exemple en Syrie, dans l'ancien Congo belge, dans certains États, enfin 10 États d'Amérique latine, en Libye. On voit ce que c'est qu'une société sans État. J'aime encore mieux un État non démocratique qu'une absence d'État, parce que, pas n'importe quel État non démocratique bien sûr, mais là où il n'y a pas d'État, vous avez une multiplicité de dictatures au lieu d'une. Mais c'est le plus fort du coin qui l'emporte, mais qui sera remplacé par un autre plus fort, et vous êtes victime non seulement de leurs abus, mais aussi de leurs conflits. Donc il faut un État. Et un État, ça ne veut pas dire qu'il y existe des institutions à Bruxelles, ou à Namur, ou que sais-je. Ça veut dire qu'il y a une population qui est convaincue de ça. On a institué des démocraties en croyant qu'il suffisait d'inscrire au fronton qu'on était en démocratie, mais si on n'apprend pas à la population, à mesure qu'elle se renouvelle, à entretenir un esprit civique, admettant une coopération pacifique, la démocratie est un vain mot. Je veux dire qu'un État n'est démocratique que s'il est peuplé d'un nombre suffisant de démocrates. Je ne dis pas peuplé de démocrates. On ne peut pas demander que tout le monde le soit, mais qu'au moins toutes les personnes ayant quelque influence soient animées d'un esprit démocratique. Et c'est l'enseignement qui fait ça. Vous avez des gens dans la famille desquels on ne sait pas tout ça, on ne l'enseigne donc pas. Et si à l'école on le néglige, ou si on néglige de les contraindre à aller à l'école, ce qui est vrai dans certains quartiers, on ne prend même plus la peine de vérifier s'ils vont à l'école, mais vous avez des gens qui arrivent à 20 ans sans même savoir qu'il est question de cela. Et comment c'est un leurre de croire qu'on peut être en démocratie parce que c'est proclamé officiellement, alors que la population n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Ça, c'est très dangereux. D'où l'importance de l'éducation. On va peut-être en terminer, parce que bon, il y aurait beaucoup d'aspects encore à discuter dans votre livre, mais on ne peut que renvoyer au livre, hein, de toute façon. Oui. C'est la meilleure chose à faire. Mais moi, je bouclerai d'une certaine manière la boucle, parce que vous venez de parler de la démocratie et d'une sorte d'ignorance. Enfin, je veux dire qu'on est tombé dedans quand on était petit, en quelque sorte, et donc on ne sait même plus que ça existe. Non, c'est vrai, et on ne sait plus ce que c'est. Ce que c'est. Et je mettrai ça en rapport avec ce que vous dites en commençant le premier chapitre de votre livre, en disant que, au fond, le fanatisme nous est devenu aussi tellement étranger que nous avons perdu nos défenses contre ça. Hein? Tout à fait. On ne sait pas que ça menace. Et un exemple particulièrement concret de cela, c'est le blasphème. Sous l'Ancien Régime, il était punissable de blasphémer, donc de nier certaines vérités officielles. Pénalement punissable. Et on a supprimé ça en considérant que c'était un progrès
Et dans ma jeunesse, on entendait beaucoup dire que le progrès est irréversible. Je crois que je n'y ai jamais cru à ça. J'avais la chance de lire des auteurs un peu sceptiques comme Anatole France, Voltaire, Proust. Et quand on est nourri de ces auteurs-là, on sait, même très jeune, que le progrès n'est pas irréversible. Et maintenant, on le voit bien. Et on avait l'impression que c'était définitif, qu'il ne serait jamais plus question de punir le blasphème. Mais on est en train de réintroduire ça tout doucement. Un certain nombre de propos deviennent, même s'ils ne sont pas des incitations à la haine et des nuisances contre les personnes, de nouveaux blasphèmes. Et on a fait ça dans de bonnes intentions. Mais ce sont de bonnes intentions, l'enfer en est pavé, qui peuvent conduire loin. Je crois même que la tendance assez fréquente à punir le fait d'émettre publiquement certaines opinions ou certaines contestations est dangereuse. Même si c'est animé d'une bonne intention, ça procède, cela fait du tort au principe général de la liberté d'expression, et si on y a fait quelques accros, d'autres demanderont qu'on y fasse d'autres accros pour eux. Ça, je crois que c'est imprudent. Donc, prudence et rigueur. Hein. Oui. En tout cas, je pense que de telles exceptions, de telles lois doivent être de stricte interprétation.